Donc l'éthique, pour rappel, en 2 mots, l'éthique, ça peut se résumer en un ensemble de conceptions morales guidant nos actions. Or, des actions, vous emmenez tous les jours, des centaines, voire des milliers, au sein des établissements et services médico-sociaux, ne serait-ce qu'à travers les plans d'accompagnement personnalisé. Et c'est en cela, en fait, que les collègues de la vie active, au sein des établissements et services, ont décidé, il y a quelques années maintenant, de créer ce comité de réflexion éthique, finalement, afin de questionner nos propres pratiques. Comment accompagnons-nous les personnes au sein de nos établissements en sélectionnant des thématiques. Aujourd'hui, vous connaissez cette thématique. Et il a vocation à rendre des avis, comme je viens de le dire. Et il a aussi vocation à se développer, ce comité éthique, puisque je vous informe, si vous ne le savez pas encore, qu'il y a désormais un comité éthique spécifique au secteur enfance, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de questions et de sujets à évoquer en fonction aussi du profil des personnes accompagnées. Et ce comité éthique aussi a récemment publié sur nos réseaux sociaux et sur le site internet de la vie active un podcast. Donc vous avez aussi la possibilité d'aller écouter un petit peu des réflexions de ce comité de réflexion éthique. Et le dernier en date porte sur la liberté d'aller et venir. Donc je vous invite à aller l'écouter, lui aussi disponible sur le site de la vie active. Donc pour ouvrir un colloque éthique, quoi de mieux qu'un philosophe? Donc c'est en cela que je vais passer la parole à Claude Zigart, docteur en philosophie et enseignant à l'Université de Lille. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. La salle va se réchauffer au fur et à mesure des respirations. Et donc, je vais commencer sans plus attendre. Quand on se pose la question de la valeur de la parole des personnes handicapées, la première piste qui vient à l'esprit, c'est de ramener le problème à certains types de handicap. On se dit, en fait, ça concernerait plutôt les personnes dites handicapées psychiques ou les personnes dites handicapées mentales. Et on part dans des voies de psychiatrie, etc. Bon. En réalité, quand on y réfléchit un peu, il y a des discussions avec tous les types de handicap qui tournent en général autour des questions de sécurité, de bonne santé. Par exemple, dans le cas des handicaps physiques, savoir s'il est bien prudent de sortir dehors alors qu'il y a du verglas. Et c'est là où on a tendance à dévaluer la parole des personnes et à mettre en avant les exigences de sécurité, et que les personnes vont mettre en avant leur savoir expérientiel ou dit expérientiel, qui sont en ce moment mis sur le devant de la scène. Du coup, la question de la valeur des personnes, de la parole des personnes handicapées, il faut partir de 2 idées. La première, c'est que le problème n'est pas propre à certains types de handicap. En fait, il est relatif à tous les cas possibles et à toutes les situations possibles. Si vous suivez cette idée-là, vous vous rendez compte que la valeur de la parole des personnes handicapées pose les mêmes problèmes que pour les valides. C'est-à-dire, on peut modifier la question de 2 manières. On peut se demander: que vaut la parole des personnes valides aux yeux des personnes invalides? Parce qu'ils peuvent très bien ne pas la prendre au sérieux ou considérer qu'elle est elle-même fausse ou qu'elle prend appui sur des prétextes mauvais. Mais on peut tout simplement poser la question: que vaut la parole des gens? Et il faut garder cette idée-là en tête par rapport à ce que je vais dire ensuite. Que vaut la parole des personnes en général? Mettons l'idée de côté. Repartons de la parole des personnes handicapées en particulier. Et on est tenté de distinguer 2 cas de figure, je crois. Des cas de figure pratiques ou pragmatiques, c'est-à-dire sur le bien fondé, sur la faisabilité d'une demande. Vous voulez sortir de l'ESAT, est-ce que vraiment c'est raisonnable? Vous voulez rentrer en ESAT, est-ce que vraiment c'est raisonnable? Et puis, il y a le deuxième pan qui n'est pas un problème de pratique, de possibilité ou d'impossibilité, qui est un problème d'interprétation. C'est-à-dire, est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Est-ce qu'elle fabule? Est-ce qu'elle ment? Etc.
En fait, séparer ces deux problèmes, séparer ces deux dimensions de la parole des personnes, dimension pragmatique et dimension d'interprétation, c'est sans doute une idée qui est insuffisante, même si elle peut éclairer. Elle est sans doute fausse. Il ne faut pas distinguer la signification des paroles en pratique de ce que les gens veulent dire ou diraient en théorie, entre guillemets. Par exemple, une demande mal comprise, si elle est mal comprise, elle peut paraître excessive ou impossible. Imaginez une personne handicapée qui vous dise « je veux aller où je veux ». Vous dites « c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui peut aller où il veut ». Mais en réalité, si vous discutez avec cette personne, vous comprenez que par là, elle veut dire « je veux apprendre à conduire ». Donc vous voyez qu'une demande pratique qui paraissait mauvaise au départ, si on s'intéresse à sa signification, on arrive à la corriger et à comprendre qu'il s'agit de passer le permis. L'inverse, c'est vrai. Si quelqu'un vous dit « je veux changer de métier », vous vous dites « bon, changer de métier, c'est bien beau, mais ça ne va pas être possible non plus ». Si vous discutez avec la personne va vous expliquer qu'elle fait de l'électricité en ESAT, pourquoi pas en EHPAD d'ailleurs, le fameux atelier électricité de l'EHPAD. Donc, elle veut passer de l'électricité à l'électronique, vous voyez. Donc, il y a un lien très étroit et permanent entre les choses pragmatiques et les choses qui tiendraient au non-sens, à l'absurdité, au mensonge, etc. De là, il pourrait sembler qu'il est important de se comprendre dans tous les cas, et on serait tenté de réduire tous les problèmes qui vont se poser aujourd'hui, finalement, à des problèmes de sémiotique. À des problèmes, en fait, la sémiotique, là, c'est très concrètement, c'est le FALC, le facile à lire et à comprendre. Il suffirait de trouver les bons signes pour bien communiquer, il y aurait une communication transparente et tout serait réglé. En fait, on ne peut pas réduire ça à un problème de technique, et je pense que ça, c'est très important et que les débats d'aujourd'hui vont sans doute le montrer. Ça ne peut pas être un problème de technique puisqu'il faut à tout prix individualiser le système de signes ou le type de mots qui sont échangés. Ce n'est pas moi qui l'invente en tant que philosophe un peu bizarre, c'est le premier article des recommandations du FALC. Si vous lisez les recommandations internationales du FALC, le premier article, c'est l'adaptation au public ou à la personne à laquelle on s'adresse. Donc, il y a une nécessité d'individualiser les techniques de communication. Ça veut dire que les techniques de communication ne suffisent pas. Et ça veut dire que c'est un problème relationnel. Ça veut dire, comme je le disais au début, je reviens à mon idée de départ, les personnes handicapées se posent aussi la question de la valeur de la parole des valides. Exactement pour les mêmes raisons, parce qu'éventuellement, ils ne la comprennent pas. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux. Et donc, c'est un problème qu'il faut étudier, je ne sais pas ce qu'il en sera cet après-midi, qui se pose de la même façon entre les valides, entre les invalides et entre les valides et les invalides. Vous voyez, je pense qu'il faut l'envisager de manière très générale en fonction des contenus et des situations. Est-ce qu'on peut imaginer à partir de là, est-ce qu'il faut imaginer à partir de là que la parole des personnes handicapées puisse varier en fonction des moments, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une fluctuation de cette valeur, un peu comme s'il y avait une fluctuation des valeurs boursières? Est-ce que ce que vous dit une personne handicapée au réfectoire, ça a moins de valeur que ce qu'elle vous dit quand elle joue au football, par exemple? Tout simplement parce que vous savez qu'elle est bonne joueuse de foot et qu'au réfectoire, elle a tendance à paniquer un peu, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des variations de valeur dans les paroles? En fait, le point très important, je crois, c'est qu'on ne peut pas en juger a priori. Et qu'il faut toujours donc examiner et échanger sur ce qui se dit jusqu'au désaccord, s'il le faut. C'est-à-dire, il en va des valides comme des invalides. Ce qui compte, c'est la mise à plat des justifications et des explications. De ce point de vue-là, je vais me permettre de faire 3 mots de philo, puis après j'aurai fini. Il y a un philosophe très connu, un philosophe de l'égalité qui s'appelle Jacques Rancière, qui distingue 3 manières de ne pas se comprendre. La première manière de ne pas se comprendre, c'est ce qu'il appelle la méconnaissance. Il vous manque une information.
C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, tu peux aller faire des photocopies à côté? Et là, vous dites oui. Vous revenez, vous dites, mais à côté, où exactement? Vous n'avez pas l'info de l'emplacement de la photocopieuse. Le deuxième cas de figure, c'est ce qu'il appelle le malentendu. Vous êtes au restaurant, le garçon vous demande si vous voulez comment vous voulez cuire votre viande, et vous dites bien cuite. Sauf que pour le garçon, bien cuit, ça ne veut rien dire. Donc là, c'est un problème de mots. C'est-à-dire, on ne met pas les mêmes significations sous le même mot. Ce n'est pas un problème de manque d'information. La troisième possibilité, c'est ce qu'il appelle la mésentente. Et ça peut arriver entre personnes valides, mais aussi avec les personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est qu'une mésentente? C'est très exactement quand on n'est pas d'accord sur la nature des choses. Par exemple, c'est l'exemple le plus simple, quand on divorce. C'est moi qui dois garder le chien parce que c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours. C'est moi qui dois garder le chien parce que c'est moi qui l'ai adopté. Donc là, vous voyez, ce n'est pas un problème de mots, ce n'est pas un problème de lacune d'information, c'est un problème de désaccord sur la répartition des choses et sur leur nature. Et donc, j'en finirai là. Si vous voulez, quel que soit le type de handicap, il faut rechercher ce qui amène les personnes handicapées et les personnes valides à prendre telle ou telle position. J'aimerais préciser deux choses pour finir. La première, c'est que je ne crois pas qu'il faille, encore une fois, j'insiste lourdement, distinguer entre les types de handicap. Même dans le cas du polyhandicap, où on pourrait croire que c'est foutu, dans certains cas très graves, en fait, il y a effectivement des possibilités de jeu de signes, de mise au point de sémiotiques individualisées qui permettent de comprendre en contexte ce que les personnes veulent et éventuellement pourquoi elles le veulent. Donc j'insiste sur ce point, je ne crois pas qu'on puisse distinguer des cas, et je prends volontairement le cas le plus défavorable à mon propos, ceux des polyhandicapés, ça serait le même raisonnement en EHPAD. C'est pareil pour les personnes âgées. La deuxième chose, c'est que ces justifications, ces explications, pour qu'elles puissent fonctionner, il faut vraisemblablement qu'elles se fassent au sein d'un collectif et en public, pour que ces justifications et ces explications puissent être jugées par d'autres que ceux qui en discutent. Importance de la publicité des débats, importance des désaccords, parce que le désaccord n'est pas forcément un synonyme d'inégalité entre les gens. Être en désaccord avec quelqu'un et l'exposer publiquement, c'est au contraire une preuve d'égalité. Et valoriser la personne des paroles handicapées, c'est la traiter à égalité avec la parole des valides, et inversement pour les personnes handicapées. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été incompréhensible en parlant trop vite.